Louisiane, septembre 1944. Le train transportant les prisonniers allemands ralentit au camp Rustin, et 19 femmes pressèrent leur visage contre les fenêtres grillagées, s'efforçant de voir ce qui les attendait. On leur avait raconté des histoires, des leçons de propagande sur la dégénérescence américaine, sur un peuple mou et affaibli corrompu par le luxe. Puis les gardes apparurent sur le quai, mesurant plus de 6 pieds de haut, plus large que n'importe quel homme qu'elles avaient vu pendant des années de rationnement en temps de guerre, se déplaçant avec une confiance décontractée qui semblait presque étrangère. Erika Schneider, 24 ans, opératrice radio de Munich, chuchota à la femme à côté d'elle « Ils sont plus grands que nous l'attendions ». Cette simple observation allait fissurer tout ce qu'elle croyait savoir. La traversée de l'Atlantique avait pris 3 semaines de Casablanca à Norfolk, en Virginie, à bord d'un transport de troupes converties qui roulait et tanguait à travers les tempêtes d'automne. Les 19 femmes, toutes d'auxiliaires de la Luftwaffe capturées lorsque les forces alliées ont envahi les stations de communication en Afrique du Nord, ont passé la majeure partie du voyage dans une soute de stockage convertie sous le pont, malades, effrayées, et certaines qu'elles naviguaient vers le châtiment. On leur avait fait de la propagande pendant des années. Des images d'Américains comme racialement inférieurs, physiquement faibles, moralement corrompus. Des dessins animés montrant de petits soldats lâches dépendant de la technologie parce qu'ils manquaient de force et de discipline allemande. Des histoires de brutalité américaine envers les prisonniers, des coups, la famine, l'humiliation conçue pour briser l'esprit. Erika Schneider croyait la plupart de cela. Elle n'avait aucune raison de ne pas y croire. Elle avait 24 ans, éduquée dans un système qui avait contrôlé l'information depuis qu'elle avait 12 ans. Son père avait été professeur d'école avant la guerre, loyal au régime, enseignant à sa fille que l'Allemagne représentait le sommet de la civilisation et que les ennemis étaient inférieurs par définition. Quand le navire a accosté à Norfolk, les femmes ont été transférées à une installation de traitement. Des bâtiments en béton, des clôtures en treillis métalliques, des gardes avec des fusils qui ne parlaient pas l'allemand. Elles ont été photographiées, enregistrées, examinées par des médecins militaires qui étaient professionnels mais distants. Le processus a pris 2 jours. Puis elles ont été chargées dans un train se dirigeant vers l'ouest. Le voyage à travers l'Amérique les a stupéfiées au silence. Elles s'attendaient à des ruines, sûrement une nation en guerre montrerait des signes de sacrifice, de lutte. Au lieu de cela, elles ont vu des villes avec des lumières brillant la nuit, des fermes avec des granges pleines et du bétail gras, des villes où les enfants jouaient dans les rues sans crainte de raids aériens. L'abondance semblait obscène, impossible, comme une performance mise en scène conçue pour les tromper. Ce ne peut pas être réel, chuchota Greta Hoffmann, 31 ans, une officière des communications qui avait travaillé à Tripoli. Ils doivent nous montrer seulement les bonnes parties. Mais le train a roulé pendant des jours, et les bonnes parties n'ont jamais cessé. À travers la Virginie et le Tennessee et l'Arkansas, passant des champs lourds de récoltes, passant des villes qui ne montraient aucun dommage de bombe, passant des gens qui semblaient bien nourris et sans peur. Erita appuya son front contre la fenêtre, essayant de concilier ce qu'elle voyait avec ce qu'on lui avait enseigné. Si les Américains étaient mous et faibles, comment avaient-ils construit cela? S'ils mouraient de faim et étaient désespérés, où était la preuve? Les questions la troublaient plus que n'importe quelle réponse n'aurait pu le faire. Rustin, Louisiane, 15 septembre 1944. Le train ralentit en s'approchant de l'installation. À travers les fenêtres voilées de poussière et de condensation, les femmes aperçurent des tours de garde, des clôtures de fils barbelés, des rangées de baraquements en bois s'étendant vers les forêts de pins. Cela ressemblait à tous les camps de prisonniers de guerre qu'elles avaient imaginés, austères, fonctionnels, conçus pour le confinement. Mais quand le train s'arrêta et que les portes s'ouvrirent, ce qu'elles virent défia les attentes. Les gardes se tenaient sur le quai en formation ordonnée. Il y en avait 6, tous des hommes, tous portant des uniformes de l'armée américaine, avec des puits repassés et des bottes polies. Mais c'était leur présence physique qui frappait d'abord et le plus fort. Ils étaient énormes. Pas seulement grands, bien qu'ils le fussent, la plupart mesurant plus de 6 pieds, mais larges d'épaules, aux bras épais, portant un poids qui ressemblait à de la force plutôt qu'à de la graisse. Leur visage était bronzé et sain. Leurs mouvements étaient confiants, détendus, ne montrant aucune tension ou faim qui marquait chaque soldat allemand que les femmes avaient vu dans les derniers mois avant la capture. « Jésus-Christ !» chuchota Greta en allemand. « Regardez-les !» Erika ne pouvait pas détourner le regard. Le garde le plus proche du train, un sergent aux cheveux roux et à la mâchoire carrée, devait peser au moins 90 kg. Ses avant-bras étaient épais comme des poteaux de clôture, ses mains semblaient capables d'écraser la pierre. À côté d'elle, Hanako commença à pleurer doucement. Chuchota-t-elle. Siffla Erika bien que son propre cœur martelait contre ses côtes. Le sergent s'avança, parla en allemand avec un accent mais compréhensible. « Descendez du train en file simple. Apportez vos affaires.
Pas de course, pas de parole. Suivez les instructions. Sa voix était profonde mais pas unkind. Il ne cria pas, ne menaça pas, simplement donna des ordres et attendit. Les femmes descendirent lentement, serrant de petits sacs qui contenaient tout ce qu'elles possédaient. Erika descendit les marches avec précaution, les jambes tremblantes après des jours de voyage. Quand elle atteignit le quai, elle se trouva debout à 5 pieds du sergent aux cheveux roux. Il la regarda de haut. Elle mesurait 165 cm, moyenne pour une femme allemande, et la différence de leur hauteur la faisait se sentir comme une enfant. « Non », demanda-t-il en allemand. « Schneider, Erika Schneider. » Il marqua quelque chose sur un presse-papier. Assignation de baraquement, suivait le caporal Henderson. Un autre garde, celui-ci aux cheveux noirs, tout aussi grand, fit signe à un groupe de 5 femmes de le suivre. Erika était parmi elles. Elles ont marché à travers le complexe en silence, entourées d'Américains qui se déplaçaient avec une aisance qui semblait presque insouciante. Pas de tension, pas de peur, juste des hommes faisant des travaux, confiants dans leur force et leur autorité. Le contraste était stupéfiant. Chaque soldat allemand qu'Erika avait vu au cours de l'année passée avait l'air mince, épuisé, fonctionnant sur l'adrénaline et l'idéologie. Ces Américains avaient l'air d'avoir juste mangé des repas complets et dormi 8 heures, et pouvaient faire la guerre sans ralentir. « Comment » chuchota Greta derrière elle. « Comment sont-ils si... » Elle n'a pas terminé, mais Erika a compris la question. Comment un peuple supposément inférieur pouvait-il avoir l'air si fort? Comment une nation en guerre depuis 3 ans pouvait-elle ne montrer aucun signe de tension? La propagande avait eu tort. Catastrophiquement, fondamentalement tort. Et si elle avait tort à ce sujet, qu'est-ce d'autre était faux? Le baraquement 4 était une structure en bois avec des écrans aux fenêtres et un poêle à ventre rond au centre. 20 lits bordaient les murs, 10 par côté, avec des matelas minces et des couvertures en laine. Une seule ampoule pendait du plafond. À l'extrémité se trouvait une petite salle de bain avec 3 lavabos, 2 toilettes et une douche. Le caporal Henderson, le garde aux cheveux noirs, leur fit visiter avec des gestes efficaces. Les lits sont au premier arrivé, premier servi. La salle de bain est partagée. Lumière éteinte à 22h, réveil à 6h. Le réfectoire ouvre à 6h30. Son allemand était pire que celui du sergent, mais il complétait avec des gestes de la main et des pointages. Quand il a terminé, il s'est positionné près de la porte et a simplement attendu, tandis que les femmes réclamaient des lits et déballaient leurs maigres affaires. Erika choisit un lit près de la fenêtre. Elle s'assit sur le bord, testant le matelas, mince mais propre, et regarda Henderson à travers des cils baissés. Il était jeune, peut-être 25 ans, avec des épaules larges et des mains qui éclipsaient le presse-papier qu'il tenait. Mais ce qui la frappait le plus était sa posture. Il se tenait détendu, le poids sur une jambe, l'expression neutre, pas menaçante, pas même particulièrement intéressée, juste présente, faisant un travail. Elle s'attendait à de la cruauté, des regards lubriques, des commentaires, des menaces. Mais Henderson se tenait simplement là, prenant occasionnellement des notes, attendant que les femmes se calment. Chuchota Anna du lit suivant. Erika n'avait pas de réponse. Après 30 minutes, Henderson parla à nouveau. « Dîner dans 1 heure, formation à l'extérieur du baraquement. Quelqu'un vous escortera. » Puis il partit. Il a simplement marché dehors, fermant la porte derrière lui. Aucune serrure ne tourna. Aucune barre ne tomba en place. Elle n'était pas enfermée. Les femmes s'assirent dans un silence stupéfait pendant plusieurs moments. Finalement, Greta se leva et marcha vers la porte, l'ouvrit lentement, regarda dehors. « Il y a un garde, rapporta-t-elle, à environ 10 mètres, mais il se tient juste là, ne nous regardant même pas. »« Teste-le, dit Liselle Brown, 28 ans, une spécialiste du chiffrement qui avait maintenu le bord le plus dur de toutes. Sors, vois ce qui se passe. » Greta hésita, puis s'avança sur le petit porche qui faisait face au baraquement. Le garde, encore un autre grand Américain, jeta un coup d'œil à elle, mais ne bougea pas. Ne parla pas, juste regarda. Greta se tint là un moment, puis revint à l'intérieur. « Rien, dit-elle. Il m'a juste regardé, n'a rien dit, n'a rien fait. »« Ils attendent, dit Liselle sombrement, construisant une fausse sécurité, puis ils frapperont. » Mais Erika n'était pas sûre. Elle pensa à l'expression ennuyée de Henderson, à l'efficacité professionnelle du sergent, à la confiance décontractée que tous les gardes affichaient. Ce n'étaient pas des hommes se préparant à abuser des prisonniers, c'étaient des hommes qui avaient déjà gagné et le savaient. La formation du dîner s'est déroulée à 18h. Un garde différent, plus âgé, aux cheveux gris, tout aussi imposant physiquement, les aligna à l'extérieur du baraquement et les marcha jusqu'au réfectoire sans parole et sans drame. Le réfectoire était un grand bâtiment en bois avec de longues tables et des bancs. Les soldats américains mangeaient à la moitié des tables. Les prisonniers allemands, tous des hommes, peut-être 200 d'entre eux, occupaient l'autre moitié. Les femmes ont été dirigées vers une section séparée près de la cuisine.
Erika rejoignit la file d'attente de service, prit un plateau en métal, passa devant les tables de vapeur où les cuisiniers, des cuisiniers américains, pas des prisonniers, chargèrent son assiette de nourriture, purée de pommes de terre, sauce, rôti de bœuf, haricots verts, pain avec du beurre, café et pommes. Elle fixa le plateau, incapable de traiter ce qu'elle voyait. C'était plus de nourriture qu'elle n'en avait vu en un seul repas depuis des années. En Allemagne, elles avaient été au rationnement strict depuis 1939. Vers la fin, avant la capture, elle mangeait de la soupe aqueuse et du pain noir, heureuse d'avoir de la viande une fois par semaine. C'était l'abondance à une échelle qui semblait criminelle. Elle s'assit à une table avec Greta et Anna et 4 autres femmes. Elle fixait toutes leurs plateaux, silencieuses, submergées. Finalement, Greta prit sa fourchette et prit une bouchée de pommes de terre. Ses yeux se fermèrent. Les larmes commencèrent à couler. Chuchota-t-elle. Erika mangea lentement, méthodiquement, essayant de ne pas pleurer. Le bœuf était tendre, assaisonné de sel et de poivre, et quelque chose d'autre qu'elle ne pouvait pas identifier. Les pommes de terre étaient crémeuses, le beurre frais, la pomme croustillante et sucrée. Chaque bouchée confirmait ce que ses yeux lui disaient depuis Norfolk. L'Amérique ne souffrait pas. L'Amérique ne mourait pas de faim. L'Amérique avait nourri ses citoyens et ses soldats, et maintenant même ses ennemis, avec de la nourriture qui surpassait tout ce que l'Allemagne avait réussi, même en temps de paix. À la table suivante, un groupe de prisonniers allemands de sexe masculin mangeait dans un silence stupéfait similaire. L'un d'eux, un homme mince aux joues creuses, tenait son morceau de pain comme s'il était sacré, le retournant encore et encore, incapable de croire qu'il était le sien. De l'autre côté du réfectoire, les soldats américains mangeaient la même nourriture, parlant et riant, ne prêtant aucune attention aux prisonniers. Pour eux, ce repas était normal, banal, juste le dîner. « Comment avons-nous perdu contre ces gens ?» demanda Anna tranquillement. C'était la question que tout le monde pensait, mais personne ne voulait dire à haute voix parce que la réponse devenait horriblement claire. Ils avaient perdu parce qu'ils avaient combattu un ennemi avec des ressources illimitées, une vaste capacité industrielle et assez de nourriture pour nourrir les armées et les prisonniers sans tension. L'Allemagne mourait de faim depuis 1943. L'Amérique servait du rôti de bœuf aux captifs ennemis. La disparité était si énorme qu'elle redéfinissait tout. 3 jours passèrent. La routine s'établit. Réveil à 6h, petit déjeuner à 6h30, assignation de travail après l'appel du matin. Les femmes ont été divisées en groupes pour différentes tâches. Service de cuisine, service de blanchisserie, entretien des terrains, classement administratif. Erika a été assignée au bâtiment d'administration du camp, classant des documents et organisant des dossiers sous la supervision du sergent Marcus Riley, le géant aux cheveux roux de la plateforme du train. Riley avait 32 ans, du Nebraska, avec un visage qui semblait taillé dans le granit et une voix qui portait l'autorité sans avoir besoin de volume. Il mesurait plus de 6 pieds 3 pouces de haut et pesait au moins 95 kg de ce qui semblait être du pur muscle. Mais ce qui troublait le plus Erika n'était pas sa taille, c'était sa compétence. Il parlait 3 langues couramment, l'anglais, l'allemand et le français. Il connaissait la Convention de Genève par cœur et en appliquait les dispositions méticuleusement. Il gérait les documents avec l'efficacité d'un bureaucrate né. Il était patient pour expliquer les tâches, strict pour appliquer les règles, et totalement immunisé contre toute tentative de manipulation. Dit-il à Erika le premier jour, faisant un geste vers un mur de classeurs classés alphabétiquement par nom de famille. Il a démontré une fois efficacement, puis l'a laissé travailler. Erika a passé la matinée entourée de dossiers de prisonniers allemands, des centaines d'entre eux, peut-être des milliers, tous capturés en Afrique du Nord et en Italie, tous maintenant détenus dans des camps dispersés à travers l'Amérique. Les lire étaient comme témoigner de l'effondrement de tout ce qu'elle croyait. Ce n'étaient pas des soldats vaincus par des tactiques supérieures, c'étaient des hommes qui avaient été submergés par la simple abondance matérielle. Un dossier notait: le prisonnier a signalé une surprise extrême à la qualité et la quantité de nourriture, a déclaré que les rations américaines dépassaient tout ce qui était disponible pour les forces allemandes, même en temps de paix. Un autre sujet a exprimé l'incrédulité en voyant des fruits frais au réfectoire. Demandé si c'était une occasion spéciale, informé que c'était une disposition quotidienne, standard. Encore et encore le même thème. Les prisonniers allemands, confrontés à la réalité que tout ce qu'on leur avait dit sur la faiblesse américaine était de la propagande, et l'Amérique était forte d'une manière qu'ils n'auraient pas pu imaginer. À midi, Riley mangea à son bureau, tandis qu'Erika classait des documents. Elle le regarda secrètement, la façon facile dont il se déplaçait malgré sa taille, la confiance inconsciente dans chaque geste. Il mangea un sandwich qui semblait petit dans ses mains énormes, but du café dans une tasse qui aurait pu contenir un demi-litre. Dit-il sans lever les yeux. Erika se figea. Elle hésita. Puis comment êtes-vous si elle lutta pour trouver le bon mot?
Si en bonne santé. Vous êtes en guerre. Votre pays devrait rationner, devrait être mince, mais vous, tous autant que vous êtes grands. Riley termina. Il la regarda directement. Parce que l'Amérique produit plus de nourriture que nous ne pouvons en manger. Parce que nos fermes couvrent des zones plus grandes que la plupart des pays européens. Parce que même en guerre, nous avons des surplus. Mais la propagande disait. La propagande est des mensonges conçus pour vous faire sentir supérieur, interrompit Riley. Votre gouvernement vous a dit que les Américains étaient faibles parce qu'ils avaient besoin que vous le croyiez. Si vous aviez connu la vérité, que l'Amérique peut déployer des millions de soldats bien nourris et bien équipés tout en nourrissant les prisonniers de rôtis de bœuf, vous auriez peut-être remis en question la possibilité de gagner. Erika sentit quelque chose se fissurer en elle. Nous n'avions aucune chance, n'est-ce pas? Riley garda le silence un moment. Non, vous n'en aviez pas. Pas contre cela. Il fit un geste vague vers la fenêtre, vers l'Amérique au-delà. Mais cela ne vous rend pas moins humain. Cela ne signifie pas que vous ne méritez pas un traitement décent. Vous êtes juste des gens qui se sont retrouvés pris dans quelque chose de plus grand que vous. C'était la chose la plus gentille que quelqu'un lui ait dite en des mois. Et cela venait d'un homme qui avait toutes les raisons de la haïr. Les semaines se transformèrent en mois, octobre céda la place à novembre. Les femmes s'adaptèrent à la routine du camp avec l'efficacité résignée de gens qui n'avaient pas d'autre choix. Travail, repas, sommeil, lettres occasionnelles de chez elles. Fortement censurées, retardées de plusieurs mois, portant souvent des nouvelles terribles. Erika reçut une lettre de sa mère au début décembre. L'enveloppe avait été ouverte et recollée plusieurs fois, couverte de timbres de divers services postaux militaires. La lettre à l'intérieur avait 4 mois, écrite en août. Très chère Erika, je prie pour que ceci te parvienne. Hambourg a été bombardé à nouveau en juillet. Nous avons perdu la maison. Ton père et moi vivons avec tante Gerta en dehors de la ville. La nourriture est rare. Nous mangeons des pommes de terre et du chou, parfois du pain si nous avons de la chance. J'ai perdu 15 kilos. Ton père ressemble à un squelette, mais nous sommes vivants. Et nous remercions Dieu pour cela. J'espère que tu es bien traité. J'espère que tu es en sécurité. J'espère que tu rentreras à la maison vers nous quand ce cauchemar se terminera. Avec tout mon amour, maman. Erika lut la lettre 3 fois, puis la plia soigneusement et la mit dans la boîte en bois sous sa couchette, où elle gardait ses quelques possessions. Sa mère mourait de faim. Son père mourait de faim. Sa ville était en ruine. Et elle mangeait 3 repas complets par jour, travaillait dans un bureau chauffé, dormait dans une caserne propre. La culpabilité était écrasante. Ce soir-là, elle se tenait dehors de la caserne dans l'air froid qui semblait tranchant contre son visage. Le camp était calme. Les tours de garde s'élevaient contre un ciel plein d'étoiles. Quelque part au loin, une radio jouait de la musique. Du jazz américain, lisse et complexe et totalement étranger. Le sergent Riley passa lors de ses rondes, la vit debout là, s'arrêta. « Ça va, Schneider ? J'ai reçu une lettre de chez moi. » Riley attendit. « Mes parents meurent de faim. Ma ville est en ruine, et je suis ici en train de manger du rôti de bœuf chaud et en sécurité. » Elle le regarda. Comment c'est juste? Riley considéra la question sérieusement. Ce ne l'est pas. La guerre n'est pas juste. Vous subissez les conséquences des décisions que votre gouvernement a prises des années avant que vous soyez assez vieux pour les remettre en question. Vos parents subissent les mêmes conséquences. C'est profondément injuste. « Mais vous nous traitez bien, » dit Erika. « Mieux que nous avons traité vos prisonniers, probablement. » Pourquoi ? Parce que votre gouvernement avait tort ne signifie pas que nous devons l'être aussi. Riley répondit simplement. Parce que nous essayons de construire un monde où les guerres se terminent, et les gens rentrent à la maison, et la vie se reconstruit. On ne peut pas faire cela si nous déshumanisons tout le monde contre lequel nous combattons. On ne peut pas construire la paix en créant plus de haine. Il s'arrêta, sembla débattre de quelque chose, puis continua. Mon frère était à Normandie. Il est mort. Votre armée a fait cela, mais vous personnellement ne l'avez pas fait. Vous avez classé des documents et codé des rapports météorologiques. Devrais-je vous haïr pour cela? Devrais-je vous affamer? Qu'est-ce que cela accomplirait d'autre que de me rendre aussi mauvais que les gens contre lesquels nous combattons? Erika n'avait pas de réponse. Elle se tenait dans le froid, se sentant petite et confuse, et profondément déplacée de tout ce en quoi elle avait cru autrefois. « Rentre à l'intérieur, » dit Riley doucement. « Il fait froid. Va dormir. » Elle obéit, mais le sommeil fut lent à venir. Décembre apporta des développements inattendus. L'aumônier du camp, un pasteur luthérien du Wisconsin qui parlait l'allemand couramment, organisa des services de Noël pour les prisonniers. Il arrangea également pour que la Croix-Rouge livre des colis, des livres, des jeux de cartes, du matériel d'écriture, de petits articles de luxe comme du chocolat et du savon. Les colis arrivèrent le 20 décembre, distribués lors de la formation du soir.
Chaque prisonnier reçut le même contenu, une barre de chocolat, une tablette de bon savon, un jeu de cartes, 3 feuilles de papier à lettres avec des enveloppes et un petit livre en allemand. Pour les femmes, les livres étaient des recueils de poésie, Goethe, Rilke, Heine. Erika tenait son volume de Rilke soigneusement, passant les doigts sur la couverture. Elle n'avait pas tenu un livre depuis près d'1 an. Le simple acte de possession, d'être donné quelque chose au-delà des nécessités élémentaires, semblait désorientant. Demanda Greta à haute voix, exprimant la question qu'elle ressentait toute. Pourquoi nous donner ces choses ? Personne n'avait de réponse. La veille de Noël apporta une autre surprise. La salle à manger était décorée de chênes en papier et d'un petit sapin que quelqu'un avait coupé dans la forêt. Le dîner était spécial. Dinde, purée de pommes de terre, sauce, haricots verts, sauce aux cranberries, tarte. Après le repas, l'aumônier dirigea un service. Des hymnes chantés en allemand, des prières offertes en plusieurs langues, un sermon sur l'espoir et la rédemption, et la possibilité de la paix. Les soldats américains assistaient aux côtés des prisonniers allemands, les gardes se tenaient au garde à vous, les fusils au repos, les visages neutres. Quand l'aumônier leur demanda de chanter Douce nuit en allemand, 300 voix s'élevèrent en harmonie incertaine. Liesel chanta avec des larmes coulant sur son visage. De l'autre côté de la salle, le sergent Riley se tenait les mains jointes derrière le dos, son expression illisible. Après le service, Riley s'approcha d'elle alors que les prisonniers quittaient la salle à manger. « Ma mère adore cet hymne, dit-il doucement. Elle pleure toujours quand elle le chante. Elle dit que cela lui rappelle que même dans l'obscurité, il y a de la lumière. »« Est-ce qu'elle sait que tu es ici ?» demanda Erika. « Prendre soin de prisonniers ennemis. »« Elle sait que je fais mon devoir. C'est suffisant pour elle. »« Et quel est votre devoir, sergent ? Juste suivre les ordres. » Riley la regarda fixement. « Mon devoir est de me souvenir que vous êtes des êtres humains, que vous avez des mères qui vous aiment et des maisons où vous voulez retourner. Que vous traitez décemment n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est choisir d'être mieux que les pires choses que nous avons vues. » Il s'éloigna avant qu'elle puisse répondre, la laissant debout dans le froid, avec l'écho des hymnes dans ses oreilles et le poids de ses paroles pressant sur sa poitrine. Janvier 1945 apporta des nouvelles de l'effondrement allemand. L'offensive des Ardennes échouée, l'avancée soviétique à travers la Pologne, les villes tombant l'une après l'autre. Dans le camp, les prisonniers écoutaient les émissions radio avec un désespoir croissant. Comprenant que la défaite n'était plus une possibilité mais une inévitabilité, Erika travaillait à travers tout cela, classant des documents, organisant des dossiers, essayant de ne pas trop penser à ce que chaque dossier représentait. Un autre soldat allemand capturé, une autre vie perturbée, une autre famille attendant une nouvelle qui pourrait ne jamais venir. Un après-midi à la fin janvier, Riley l'appela dans son bureau. Il était assis derrière un bureau couvert de documents, l'air fatigué. « Assieds-toi, Schneider. » Elle s'assit, nerveuse. Avait-elle fait quelque chose de mal ? « J'ai examiné ton dossier, dit Riley. Tu étais opératrice radio. Communication météorologique, classification de bas niveau, aucune preuve de participation directe aux opérations de combat. » Où il hésita, d'autres activités. D'autres activités. Elle savait ce qu'il voulait dire. Les camps, les atrocités, les choses qu'ils apprenaient tous maintenant alors que les journaux américains circulaient dans le camp, portant des photographies et des rapports qui lui donnaient envie de vomir. « Je ne savais pas, dit-elle désespérément. Je te le jure, je ne savais pas. Je te crois, interrompit Riley. La plupart des gens ne savaient pas ou ne voulaient pas savoir. Il y a une différence, mais elle est plus petite que tu ne le penses. Il s'arrêta. Le point est que, quand le rapatriement commencera, et ce sera probablement cette année, tu seras probablement libéré rapidement. Faible menace, aucune preuve de crime. Tu rentreras à la maison. À la maison ? Le mot semblait creux. Et faire quoi ? Demanda Erika. Retourner aux ruines, prouver mes parents affamés, vivre en Allemagne occupée sous contrôle étranger ? Oui, dit Riley simplement. C'est exactement ce que tu feras. Parce que c'est à quoi ressemble la reconstruction. Ce n'est pas glorieux, c'est juste du travail. Mais je ne veux pas partir, dit Erika, et réalisa en le disant que c'était vrai. Ici, je suis en sécurité. J'ai de la nourriture, j'ai du travail, je n'ai pas à voir ce que l'Allemagne est devenue, je n'ai pas à affronter ce que nous avons fait. L'expression de Riley se durcit. Tu ne peux pas te cacher ici, Schneider. Tu ne peux pas rester confortable dans un camp de prisonniers américains tandis que ton pays se reconstruit. Tu faisais partie de ce que l'Allemagne était. Maintenant, tu dois faire partie de ce qu'elle devient. Mais je ne suis qu'une personne, protesta Erika. Quelle différence puis-je faire ? La même différence que tout le monde, répondit Riley. Tu peux choisir d'être décente, de traiter les gens bien, de rejeter l'idéologie qui a mené à ce gâchis. Une personne à la fois, c'est comme ça que les pays changent. Il se leva, signalant que la conversation était terminée. Retourne au travail et commence à te préparer.
Tu ne seras pas ici pour toujours. Avril apporta un temps plus chaud et des nouvelles de l'effondrement final de l'Allemagne. Berlin encerclé. Les dirigeants rencontrant des destins tragiques dans les bunkers. La reddition imminente. Au camp Rustine, les prisonniers attendaient avec un mélange de crainte et de soulagement, sachant que la fin était proche, mais incertain de ce que la fin signifierait. Erika s'était habituée à la vie du camp d'une manière qui l'effrayait. Elle connaissait le nom de chaque garde, elle comprenait les routines parfaitement. Elle pouvait naviguer dans la bureaucratie comme une native. Elle parlait maintenant l'anglais couramment avec à peine un accent. L'Amérique semblait plus familière que l'Allemagne et cette réalisation était profondément troublante. Un soir, à la fin avril, elle s'assit sous un chêne vivant près de la caserne des femmes, regardant le coucher de soleil à travers les branches de pin. Le sergent Riley s'approcha, portant 2 tasses de café. Il lui en tendit une et s'assit sur un banc à proximité. « La guerre est presque terminée, dit-il. »« Oui. Tu rentreras bientôt à la maison. » »« Oui. » Ils s'assirent en silence, buvant du café alors que la lumière s'estompait et que les ombres du soir s'étiraient longues à travers le camp. « Puis-je te demander quelque chose ?» dit Erika finalement. « Bien sûr. M'as-tu haï quand nous sommes arrivés pour la première fois? M'as-tu regardé et pensé « ce sont l'ennemi » ? Ce sont les gens dont le gouvernement a blessé mon pays, a pris mon frère. Riley réfléchit. Non. Je t'ai regardé et j'ai pensé « ce sont des femmes effrayées loin de chez elles, qui probablement ne voulaient pas cette guerre plus que moi. C'est ce que j'ai vu. C'est ce que je vois toujours. Mais nous en faisions partie, insista Erika. Nous avons servi le régime, nous avons permis tout cela. Tout Allemand qui payait des impôts ou obéissait aux ordres ou gardait juste la tête baissée et espérait survivre l'a aussi fait. Interrompit Riley. Tu n'es pas spécial dans ta culpabilité, Schneider. Tu es ordinaire. C'est presque pire, n'est-ce pas? Savoir que des millions de gens ordinaires comme toi ont rendu tout cela possible. Erika sentit des larmes brûler. Comment je vis avec ça? De la même manière que tout le monde vit avec ses erreurs, dit Riley doucement. Tu reconnais ce que tu as fait, tu t'engages à faire mieux. Tu travailles pour construire quelque chose qui empêche que cela ne se reproduise. C'est tout ce que n'importe lequel d'entre nous peut faire. Il se leva, finit son café, la regarda. Quand tu rentreras à la maison, et tu rentreras à la maison, souviens-toi de cet endroit. Souviens-toi que tes ennemis t'ont nourri et t'ont traité décemment et t'ont renvoyé pour reconstruire. Souviens-toi que la force n'est pas une question de cruauté, que gagner ne nécessite pas de déshumaniser les vaincus. C'est la leçon que tu portes en avant. Il s'éloigna, la laissant seule avec le coucher de soleil et le poids de tout ce qu'il avait dit. Le 8 mai 1945, l'Allemagne se rendit. La nouvelle parvint au camp Rustine le matin, transmise par des émissions radio qui crépitaient d'excitation et de soulagement. Les soldats américains célébrèrent, pas vicieusement, mais avec une joie évidente. La guerre en Europe était terminée. Les hommes rentreraient bientôt à la maison. Dans la caserne des femmes, l'ambiance était funèbre. Elles se rassemblèrent en petits groupes, parlant à voix basse, essayant de traiter ce que la défaite signifiait. Certaines pleuraient, d'autres s'assirent dans un silence stupéfait. Quelques-unes, comme Liselle, se retirèrent dans la colère, blâmant tout le monde sauf elle-même. Erika s'assit sur sa couchette et pensa aux paroles du sergent Riley, à l'abondance des repas américains, à la confiance désinvolte des gardes qui n'avaient jamais besoin de prouver leur force parce qu'elle était évidente. Elle pensa à la propagande qui lui avait dit que les Américains étaient faibles, et à la réalité écrasante qui avait démoli ce mensonge brique par brique. Ils avaient perdu contre ces gens non pas parce que les Allemands étaient inférieurs, bien que ce soit ce qu'on lui dirait maintenant, elle l'imaginait, mais parce que l'Allemagne avait construit un système basé sur la conquête et la haine et une idéologie insoutenable, tandis que l'Amérique avait construit un système basé sur la production et le pragmatisme et des ressources vastes. La différence n'était pas raciale ou morale, c'était matériel. Et les différences matérielles à la guerre étaient tout. Ce soir-là, il n'y avait pas de célébration dans le camp, juste la routine tranquille, le dîner, l'appel, l'extinction des feux. Les gardes américains semblaient abattus, comme s'ils comprenaient que leur joie était le chagrin des prisonniers, et choisissaient de modérer leur réponse en conséquence. Riley s'arrêta au bâtiment administratif où Erika travaillait tard, classant les rapports de fin de journée. Demanda-t-il. « Je ne sais pas, admit-elle. Comment devrais-je me sentir ? Mon pays vient de tout perdre, mais je suis soulagé que ce soit terminé. Est-ce que cela me rend une traite ? Cela te rend humaine, répondit Riley. Fatigué de la guerre, fatigué de la mort, voulant reconstruire. Ce n'est pas une trahison, c'est l'instinct de survie. Quand rentrerons-nous à la maison ?
Quelques mois probablement. Ils doivent organiser le transport, coordonner avec les forces d'occupation, traiter des milliers de prisonniers. Mais bientôt, tu rentreras à la maison bientôt. Erika hocha la tête, se sentant engourdie. Une dernière chose, dit Riley. Quand tu rentreras à la maison, quand tu verras à quel point c'est mauvais, quand tu affronteras à quel point la reconstruction sera difficile, souviens-toi que c'est possible. Souviens-toi que nous nous sommes reconstruits après notre guerre civile. Souviens-toi que la destruction n'est pas permanente. La haine n'est pas permanente. Les gens peuvent changer s'ils le choisissent. As-tu changé, sergent ? Demanda Erika. Cette guerre t'a-t-elle changé ? Riley sourit tristement. J'ai appris que les ennemis sont juste des gens en uniforme différents. J'ai appris que la force sans compassion n'est que de la brutalité. J'ai appris que gagner ne signifie rien si tu deviens ce contre quoi tu as combattu. Il s'arrêta. Oui, j'ai changé. Il la laissa seule dans le bureau, entourée de dossiers documentant la défaite de tout ce en quoi elle avait cru autrefois, et de l'étrange miséricorde d'ennemis qui avaient choisi la gentillesse plutôt que la cruauté. Juillet 1945. Les ordres de rapatriement arrivèrent. Les femmes de la caserne 4 étaient prévues pour être transportées à New York, puis par bateau à Bremerhaven, puis dispersées dans leur région d'origine sous la supervision de l'autorité d'occupation. Erika a emballé ses quelques possessions, le livre de Rilka, les lettres de sa mère, les photographies qu'elle avait reçues en cadeau des gardes américains qui avaient décidé qu'elles valaient la peine d'être mémorisées. Tout tenait dans un petit sac en toile. La nuit avant le départ, les femmes se sont rassemblées dans la caserne pour une dernière soirée. Certaines parlaient de ce qu'elles trouveraient à la maison, d'autres faisaient des plans pour rester en contact, bien que tout le monde savait que ces plans échoueraient probablement. Greta a pleuré. Anna était silencieuse. Leisel a maintenu son amertume jusqu'à la fin, refusant de s'adoucir même maintenant. Erika a marché dehors dans la nuit humide de la Louisiane et a trouvé le sergent Riley debout près de la caserne en fumant une cigarette. A-t-il demandé ? A-t-il dit en lui offrant la cigarette ? Elle l'a prise, a tiré la fumée dans ses poumons, même si elle n'avait jamais fumé auparavant. A-t-elle dit ? De nous avoir traités comme des personnes, d'avoir été... Elle a cherché le mot, plus grand que tu n'avais besoin d'être. Riley a souri de la formulation. Nous sommes tous plus grands que nous n'avons besoin d'être, c'est le point. Nous choisissons comment utiliser cette taille. La cruauté ou la gentillesse, l'oppression ou la miséricorde. Tu as choisi la miséricorde. Nous avons choisi d'agir comme des gens décents, même envers les ennemis. Ce n'est pas de la miséricorde, c'est juste être humain. Ils se sont tenus en silence, écoutant les cigales chanter et le tonnerre lointain gronder à travers les forêts de pins. A demandé Erika. Riley y a réfléchi. A-t-elle demandé ? Il a fait une pause. Erika a ri malgré tout. L'aube est venue grise et humide. Les femmes se sont rassemblées devant la caserne avec leurs sacs, attendant le transport à la gare. Les gardes ont formé un périmètre lâche, non menaçant, juste présent, guidant sans force. Le sergent Riley se tenait près du camion qui les emmènerait à la gare. Alors que chaque femme montait à bord, il leur serrait la main, un geste formel qui semblait étrangement approprié. Quand Erika la attend, il a tenu sa main un moment. « Bonne chance, Schneider. Reconstruis bien. Merci, sergent, pour tout. » Elle est montée dans le camion, a trouvé un siège près de la fenêtre. Alors que le moteur démarrait et qu'il s'éloignait, elle regardait le camp Rustin s'éloigner, les casernes, la mess hall, le bâtiment administratif où elle avait passé des mois à classer des documents et à apprendre que les ennemis pouvaient être décents. Greta s'est assise à côté d'elle, pleurant tranquillement. « Je ne veux pas rentrer. Je ne veux pas voir ce que l'Allemagne est devenue. »« Moi non plus, » a admis Erika. « Mais nous n'avons pas le choix. C'est ce que perdre signifie. Nous l'affrontons. Nous le réparons. Nous nous assurons que cela ne se reproduira jamais. » Le camion a roulé à travers la campagne de la Louisiane, verte et luxuriante et totalement étrangère. Par la fenêtre, Erika a aperçu des fermes avec des granges pleines et du bétail gras, des villes avec des lumières allumées même en plein jour, des gens qui semblaient bien nourris et sans préoccupation concernant la guerre. Elle a pensé aux affiches de propagande montrant des Américains faibles, dépendant de l'argent au lieu de la force. Elle a pensé à la réalité. Des gardes comme Riley, qui les surplombaient physiquement et moralement, choisissant la gentillesse quand la cruauté aurait été plus facile, et peut-être même justifiée. Elle a pensé à rentrer chez elle pour reconstruire un pays qui avait tout perdu, parce qu'il avait cru au mensonge et suivi des leaders qui promettaient la supériorité tout en livrant la destruction. Et elle a pensé à transmettre la leçon. Que la force sans compassion n'est que de la brutalité. Que gagner ne signifie rien si vous devenez des monstres. Que les véritablement forts sont ceux qui choisissent la miséricorde même envers les vaincus. Erika Schneider est retournée en Allemagne en août 1945. Hambourg était pire qu'elle ne l'avait imaginé.
Bloc après bloc de ruines. Des gens vivant dans des caves. La faim partout. Ses parents avaient survécu mais étaient squelettiques, vieillis au-delà de leurs années. Elle a travaillé à reconstruire ce que la guerre avait détruit. Travail physique, dégagement des décombres, récupération de matériaux, aide à la reconstruction des bâtiments, mais aussi travail psychologique, confrontation à ce que le régime avait fait, affrontement de la culpabilité et de la honte et de la complicité, tentative de construire quelque chose de mieux à partir d'un effondrement complet. Elle s'est mariée en 1948 avec un homme nommé Thomas qui avait été prisonnier en Angleterre et portait des histoires similaires de gentillesse inattendue. Ils ont eu 3 enfants et leur ont parlé de la guerre non pas comme une gloire, mais comme un avertissement. En 1965, Erika a reçu une lettre d'Amérique. Le sergent Marcus Riley, maintenant à la retraite, l'avait retrouvée grâce au dossier de la Croix-Rouge. La lettre était brève. « Chère Madame Schneider, j'espère que vous allez bien et que vous prospérez dans l'Allemagne reconstruite. Je pense souvent aux femmes du camp Rostin et me demande comment vous vous en êtes toutes sorties. J'espère que vous avez trouvé la force de reconstruire à la fois votre pays et vos vies. J'espère que vous avez transmis la leçon que même les ennemis peuvent être décents, que la miséricorde compte, que nous sommes tous juste des gens essayant de survivre dans des circonstances au-delà de notre contrôle. Meilleurs vœux, Marcus Riley. » Elle a écrit immédiatement. Ils ont correspondu pendant des années. Des lettres annuelles, des vœux de vacances, des photographies de familles grandissantes. La correspondance est devenue un fil reliant 2 personnes qui avaient été ennemies et avaient appris que l'inimité était plus petite que l'humanité. En 1988, Erika a visité l'Amérique pour la première fois en tant que citoyenne libre. Elle a voyagé au Nebraska, a rencontré Riley et sa femme, a vu des photographies de ses petits-enfants. Ils se sont assis sur son porche en buvant du café et ont parlé du camp Rostin, de la guerre, de la grâce étrange de la survie. « Tu étais plus grand que nous ne l'attendions », a dit Erika, reprenant cette première observation d'il y a 44 ans. Riley a ri. « Et tu étais plus forte que tu ne le savais. Tu as survécu, tu as reconstruit, tu as élevé des enfants qui ne répéteront jamais ces erreurs. C'est tout. » Erika Schneider est décédée en 2003 à l'âge de 83 ans. Parmi ses possessions, ses enfants ont trouvé le livre de Rilka qui lui avait été donné au camp Rostin, des lettres de Marcus Riley s'étendant sur 5 décennies, et une photographie de Riley et d'autres gardes du camp Rostin inscrite à Erika. Preuve que les ennemis peuvent devenir des amis, et que la miséricorde est plus forte que la haine. Ems 1945. À ses funérailles, sa fille a lu l'une des lettres d'Erika à Riley écrite en 1990. Je pense souvent à ce premier moment où nous vous avons vu, garde, sur le quai. Tellement plus grand que nous avions été dit d'attendre, tellement plus fort que la propagande nous avait préparé. Cette disparité physique symbolisait tout ce que nous avons appris au cours des mois suivants. Vous étiez plus grand que nous ne l'attendions à tous les égards. Physiquement, moralement, psychologiquement, vous aviez le pouvoir de nous faire du mal et avez choisi la gentillesse. Vous aviez la victoire et avez choisi la miséricorde. Cette leçon a façonné tout ce qui a suivi. L'Allemagne s'est reconstruite parce que des gens comme moi ont ramené à la maison la connaissance que la force ne nécessite pas la cruauté. Merci de nous avoir enseigné cela. Merci d'avoir été plus grand que vous n'aviez besoin d'être. L'histoire des prisonniers de guerre allemands dans les camps américains est devenue partie de l'histoire des 2 nations. Pour les Américains, elle représentait un idéal que même en guerre, même envers les ennemis, la décence était possible. Pour les Allemands, elle est devenue un rappel que la défaite n'avait pas signifié la destruction de l'humanité, que leurs ennemis avaient choisi la miséricorde quand la vengeance aurait été plus facile. Les chercheurs ont ensuite analysé l'impact psychologique de la disparité physique entre les gardes américains bien nourris et les prisonniers allemands malnutris. La différence de taille avait été frappante, preuve indéniable que la propagande avait eu tort sur la faiblesse américaine. Cette réalisation avait fissuré la certitude idéologique plus efficacement que n'importe quel interrogatoire. La leçon a résonné à travers les générations. La propagande ment, mais la réalité physique ne ment pas. Quand vous dites aux gens que leurs ennemis sont faibles et inférieurs, et que ces ennemis s'avèrent être forts et capables et miséricordieux, la dissonance cognitive détruit les systèmes de croyance. Marcus Riley est décédé en 1998. À ses funérailles, ses enfants ont lu des passages de son journal de guerre écrit au camp Rostin, juillet 1945. Aujourd'hui, les femmes allemandes sont parties pour le rapatriement. Schneider m'a remercié de les avoir traitées décemment. Je lui ai dit que nous faisions juste ce que les gens décents font. Mais j'y pense depuis. Peut-être que c'est le point. Que nous devons activement choisir la décence. Que ce n'est pas automatique. Que traiter les ennemis avec respect même quand nous n'y sommes pas obligés est ce qui sépare la civilisation de la barbarie. J'espère qu'ils se souviendront de nous comme des gens qui étaient assez forts pour être gentils.
J'espère que quand ils reconstruiront l'Allemagne, ils se souviendront que la force et la miséricorde ne sont pas des opposés, ce sont des compléments. Que les véritablement forts peuvent se permettre d'être miséricordieux. En 2019, les chercheurs de l'Université du Texas ont découvert des dossiers préservés du camp Rustin. Les journaux des gardes, les dossiers des prisonniers, les photographies. Parmi eux se trouvait une photo de groupe prise en juillet 1945. 19 femmes allemandes, debout devant la caserne 4, flanquées de 6 gardes américains, y compris le sergent Riley. La disparité était visible même sur la photographie. Les gardes surplombaient les femmes, non seulement plus grands, mais plus larges, plus sains, portant un poids qui parlait de nourriture abondante et de paix relative. Les femmes semblaient minces, usées, incertaines. Mais ce qui a attiré l'attention des historiens, c'était les expressions. Les gardes ne souriaient pas ou ne menaçaient pas. Ils semblaient professionnels, sérieux, mais pas cruels. Et les femmes, malgré tout, ne semblaient pas terrifiées mais résignées, acceptantes, presque paisibles. C'était une photographie d'ennemis qui avaient appris qu'ils n'étaient que des gens, de captifs qui avaient choisi la gentillesse, de prisonniers qui avaient ramené cette gentillesse à la maison et construit de nouvelles nations sur sa fondation. Ils étaient plus grands que nous ne l'attendions, avait dit Erika. Elle le pensait littéralement au début, une simple observation sur la taille physique, mais au fil du temps, la phrase en était venue à signifier quelque chose de plus profond. Ils étaient plus grands à tous les égards qui comptaient. Plus grands en compassion, plus grands en miséricorde, plus grands dans le choix de traiter les ennemis vaincus comme des humains plutôt que comme des objets de vengeance. Ce choix répété des milliers de fois dans des centaines de camps par des milliers de gardes qui auraient pu choisir la cruauté mais ont choisi la décence a changé le monde. Pas dramatiquement, pas immédiatement, mais tranquillement, persistamment, un prisonnier à la fois, un acte de gentillesse à la fois, une idéologie brisée à la fois. Ils étaient plus grands que prévu et cela a fait toute la